sur TPT+. Place Journal. Vous avez le droit à l'information et nous le devoir de vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. Le manque de bacs à ordures dans le quartier Loandjili, secteur CG Moué-Poitiers, contraint les habitants de ce quartier à jeter leurs ordures ménagères aux abords du mur de clôture du dit CG, empêchant ainsi les élèves de ce CG de bien suivre leurs cours compte tenu des odeurs nauséabondes provenant de cette poubelle. Cette pollution dérange aussi le voisinage direct. C'est un constat fait par Prince Charlie Chikaya. Les élèves du CEG Dr Moué-Poitiers-Zéphirin et les habitants de ce quartier du 4e arrondissement de Loandjili respirent les odeurs nauséabondes dues à cette poubelle publique érigée le long du mur de clôture de cet établissement scolaire public. Les pluies diluviennes qui vont s'abattre sur la capitale économique menacent de faire tomber ce mur si l'on ne tient pas compte de l'état d'avancement du danger qui guette ce mur. S'il vous plaît, dans cette poubelle du CEG Moué-Poitiers, un chien en putréfaction empêchant ainsi l'apprentissage des élèves dans les conditions acceptables. Devant une poubelle pareille, comment ne pas penser que cette pollution endommagerait la santé des élèves, des cadres du Congo de demain? Les habitants de ce quartier déplorent le manque de bacs à ordures dans cette zone, ce qui donne ipso facto ce résultat que tous déplorent. Ça ne pouvait pas en être autrement. Ngoma Mavungo Jean-Baptiste, chef du quartier du CQ 401, lance un SOS aux autorités compétentes. Il faut que les autorités, les pouvoirs publics puissent doter les populations de bacs à ordures. Là où se trouve la poubelle à côté, il n'y a pas de bac à ordures. Mais les populations, on n'est pas au village. Les ordures ménagères, ces populations vont les jeter où? C'est ça le problème. Donc, il est souhaitable que les autorités, les pouvoirs publics puissent doter les populations de bacs à ordures. Et puis veiller à ce que les gens les camions de la voirie viennent tout le temps régulièrement ramasser ces ordures. Parce que si on ne les ramasse pas régulièrement, les ordures s'entassent et finalement les ordures vont déborder, vont tomber au sol. Donc si vous avez constaté qu'il y a une poubelle là-bas, c'est qu'il n'y a pas de bac à ordures là-bas. Mais les populations vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces ordures-là? C'est ça le problème. Donc, Le conseil municipal étant actuellement en session, le problème de cette poubelle sera certainement mis sur la table. Nous osons croire et une délibération sera prise pour une opération musclée de salubrité pour que vive la santé de ces élèves du CEG Moué-Poitiers, l'assurance de la relève congolaise, des bonnes conditions d'études, ils méritent bien. La stèle de Jean-Félix Chikaya, ancien homme politique congolais qui fut également l'un des pères fondateurs du Congo moderne, fait son plaidoyer suite à l'état insalubre de son monument érigé au rond-point Loandjili en face de l'hôpital général de Loandjili. Vous reconnaîtrez la voix dans ce plaidoyer de Rama Tidjane. Chers citoyens congolais, chères autorités congolaises, je me suis trouvé obligé de faire moi-même le plaidoyer de cette stèle que vous avez bien voulu ériger en ma mémoire. Moi, Jean-Félix Chikaya, feu vétéran politique, je suis né le 9 novembre 1903 à Libreville, décédé le 16 janvier à Pointe-Noire. Je fus, pour ceux qui ne le savent pas, l'un des pères fondateurs de notre chère patrie, le Congo, premier parlementaire du Moyen Congo et du Gabon à l'Assemblée constituante française, fondateur de la première formation politique de l'histoire du Congo, à savoir le Parti progressiste congolais PPC, député du département du Moyen Congo du 10 novembre 1946 au 4 juillet 1951. J'ai servi le pays, hélas. Voilà comment est-ce que vous me sabotez.
Ce monument érigé, semble-t-il, en mon honneur, juste au rond-point Luandjili, laisse à désirer pour une personnalité de mon rang. Ne respectez-vous plus ceux qui ont vécu? Ou faudra-t-il qu'on se réveille pour prendre, nous, soin de cet environnement devenu depuis insalubre parce que gagné par les déchets de tout genre, comme vous le constatez? L'amortissement de ce petit mur en fer n'inquiète personne, alors personne. Tout se passe comme si personne ne voit ces tas d'immondices, ces herbes qui poussent allègrement, ces carreaux qui commencent à perdre déjà leur éclat, faute justement d'entretien, au point qu'on vient de vomir sur nous par des sans-foi ni loi. N'est-ce pas la profanation de notre dernière demeure? Pourquoi donc avoir érigé cette stèle si on savait que c'est pour nous abandonner dans les vomissures? Alors, si j'étais une de vos maisons ou votre voiture, pensez-vous que c'est de cette façon que vous m'auriez entretenu? Si dans notre pays nous savons rendre hommage à ceux qui nous ont colonisés, chose d'ailleurs à encourager pour faire connaître à nos futures générations l'histoire de notre pays, pourquoi pas également faire autant pour nous qui avions tant soit peu voulu voir ce pays en paix justement, en vue de travailler à le développer mentalement et socio-économiquement. Tenez, Jean-Félix Tchikaya, mais je suis en moi-même déjà un site touristique. Si vous me valorisez, les touristes viendraient de par le monde pour être abreuvés, par exemple, de l'histoire du premier parlementaire congolais. En tout cas, je n'avais pas un jour spécial pour me faire beau, pour vous qui attendez le jour de ma commémoration pour rendre ma stèle salubre. Non, on peut tenir nos milieux de vie dans la stricte propreté. J'en ai terminé. Félix Tchikaya se trouve dans un état insalubre. Il en est presque de même de l'avenue, on va dire, de l'avenue Bruno Tchikaya et de Gérard Bichindou au quartier Matendi dans le 2e arrondissement Mvumvu, devenus les principales raccourcis pour les usagers de la route désireux de se rendre au Fond Tchétché ou encore au centre-ville depuis le début des travaux de l'avenue de Maluango. Un marasme qui ne laisse pas indifférents les usagers de la route qui ont exprimé leur désarroi dans ce reportage. Suivez. L'avenue Gérard Bichindou et l'avenue Bruno Tchikaya dans le 2e arrondissement Mvumvu sont devenus depuis un certain temps des raccourcis permettant aux usagers de la route désireux de se rendre rapidement au Fond Tchétché et au centre-ville par la ligne 8 sur l'avenue de Maluango ou de Matende de s'y rendre sans encombre. Sauf qu'en cette saison pluvieuse, l'avenue Bruno Tchikaya et l'avenue Gérard Bichindou, juste à l'endroit où s'arrêtent les Daleks du quartier Culotte, sont dans un piteux état. En cette saison des pluies, ces avenues se présentent le plus souvent sous leur mauvais jour, c'est-à-dire boueuses, sujettes aux embourbements des véhicules qui s'y aventurent, créant ainsi des embouteillages monstres qui mettent à mal la fluidité de la circulation des véhicules, ce qui n'arrange guère les usagers de la route et même les populations environnantes qui lancent déjà un cri d'alarme. Vraiment, on est vraiment fatigué de vivre les choses comme ça là. On a barré là-bas. On a envie de arranger la route de ici, on laisse seulement comme ça là. Nous le chauffeurs là, regardez là-bas vous-même. On est fatigué de vivre les choses comme ça là. Quand même, il faut devoir arranger d'abord ici. Nous ne sommes qu'au tout début de la saison pluvieuse, la saison que tous ceux des quartiers dits précaires redoutent, que déjà les plaintes se font légion. A fortiori, quand la saison atteindra son apogée, les prix du transport seront sans doute revus à la hausse, le phénomène demi-terrain accentué, et dans tout cela, le comble est que ce sont les pauvres citoyens qui en font les frais, le panier de la ménagère toujours menacé, malgré le fait qu'il soit déjà égorgé par cette double crise qui cisaille le pays. Encore une fois, aux autorités compétentes de prendre la mesure de la chose. La pandémie de coronavirus Covid-19 exige pour s'en prémunir l'observation de certaines mesures dont le port de la bavette. À ce jour, cette bavette, quoique soldée à 50 francs CFA, voire 25 francs CFA, ne pèse-t-elle pas déjà sur le panier de la ménagère, surtout avec la crise économique et financière qui sévit dans le pays. Chief Chivungo pour ce constat. Dans les approches de solutions autour du Covid-19, les sachants en matière de santé ont d'après moult recherches conseillé ou mieux instruit l'humanité un certain nombre de mesures dites mesures barrières. Là-dedans figure le port obligatoire et conforme de la bavette, une des mesures pour éviter la pandémie à coronavirus Covid-19. Ce port obligatoire de la bavette
n'est pas sans incidence financière, tel un produit qu'il faille acheter presque tous les jours, sinon à tout moment, dans les cas où nous avons égaré notre bavette et surtout que les normes sanitaires voudraient que la bavette médicale soit changée toutes les 4 heures. Cette dépense semble commencer à peser sur le panier de la ménagère. Et ça la biso passe et biso za na mbongo te oyaka na mbongo azando moyo kende zando ezate poza na bavette te et biso donc na mbongo ba sengo na mbongo azando yeko simba te et biso za mbala peso 2000 wana soko longoli ndeti mbongo bavette monte zando za cher. Oui, l'on va dire que ça ne coûte que 50 francs CFA, mais nous avons essayé de faire des petits calculs autour de cette dépense qui semble négligeable pour évaluer. Ça a donné ce qui suit. Si une famille de 3 personnes dépensait par jour ne fût-ce que 150 francs CFA pour 3 bavettes par semaine, elle dépensera 1050 francs CFA. Par mois, 4500 francs CFA. Par année, elle effectuera une dépense de 54 000 francs CFA. Et vous-même pouvez poursuivre les calculs sur nos familles nombreuses. Lorsqu'on sait la vie de débrouillardise que mène la majorité des familles congolaises, la bavette médicale de 50 francs là va devenir à terme un réel problème de société. Surtout que la répression ne fait pas de distinction entre le pauvre et le riche. Et paradoxalement, les riches, notamment ceux de la classe politique, reçoivent les bavettes par dotation. S'il vous plaît, par dotation. Ils n'achètent pas comme les pauvres citoyens lambda. Et même l'engouement observé avant et pendant le confinement, celui des dons en bavette, médicale ou pas, des différents donateurs et des dotations du gouvernement ont systématiquement disparu, pendant que le cruel Covid-19 bat encore son plein et enfante des variants parfois plus cruels. Même les dons en bavette des amis du Congo qui pouvaient contribuer à alléger le panier de la ménagère sont quasi inexistants ces derniers temps. De quoi penser que c'est ce qu'on est en train de nous vendre maintenant à 50 francs CFA. Sinon, comment est-ce qu'une bavette dite médicale peut se vendre à 50 francs CFA et même exposée aux intempéries au su et au vu des autorités compétentes? Il ressort même que ces bavettes sont davantage soldées, à ce jour à 25 francs CFA. Des bavettes, s'il vous plaît, médicales. Allons seulement. Respecter les mesures barrières pour se préserver contre le Covid-19 par le port obligatoire et conforme de la bavette, c'est bien. Mais pérenniser les mesures d'accompagnement au travers des dons et dotations en bavette médicale ou pas arrangera très certainement économiquement, durablement les familles qui vivent déjà sous le poids d'une précarité galopante causée justement par cette cruelle pandémie à coronavirus Covid-19. Il y a quelques jours, les habitants de la rue Lukumu au quartier Tchétché se sont réveillés avec un câble de la EKRC traînant à même le sol. Une situation dangereuse qui a fait réagir un chef de famille qui craint pour la sécurité de sa progéniture. Avant que le pire n'arrive, il lance un appel aux responsables de la EKRC. Ce reportage porte la signature d'Elios Boabei. C'est au petit matin de ce jeudi 7 octobre 2021 que les habitants de la rue Lukumu au quartier Tchétché ont découvert avec stupéfaction ce câble qui traîne au sol. Est-ce dû à un poteau défectueux ou s'agit-il d'une opération ratée d'un voleur de câbles électriques? Nul ne peut répondre à cette interrogation. Mais ce qui est sûr, c'est que le câble qui traîne par terre et le poteau électrique en bois qui vient de perdre sa verticalité laissent craindre un danger potentiel pour les habitants, les passants et bien plus pour cette parcelle dont le propriétaire s'inquiète pour sa famille. La nuit, on avait eu un choc par rapport à leur poteau, donc nous demandons à l'attention de la société SNE. Le service technique doit faire le tout possible d'arriver vite parce que aujourd'hui on avait senti que le poteau qui est vers chez moi là est tombé contre le mur de ma maison et le câble a lâché.
Donc vraiment nous tirons attention dans la SNE parce que le courant c'est un danger pour la population. C'est bien pour la population mais c'est un danger parce que le câble est carrément sur le toit. Carrément sur le toit, donc nous voulons que les agents passent pour qu'ils viennent régulariser, changer le poteau parce que c'est coupé en bas. Vous voyez vous-même comment le câble est par terre. Vous voyez vous-même comment le câble se par terre. Le câble qui quitte depuis le goudron là est passé maintenant sur le toit des maisons jusqu'à ce que le poteau ne supporte plus le poids du câble. Vraiment le poteau ne supporte plus le poids du câble. Donc ils n'ont qu'à venir régler ça vite. Connaissant la lenteur d'intervention qui caractérise le service technique de la société EDC, le propriétaire de la parcelle qui avoisine le poteau électrique défectueux les invite à agir aussi vite que possible pour éviter que l'irréparable n'arrive. Eux pourtant tous les jours ils sont là. Ils passent, ils voient. Mais ils ne constatent pas que le poteau là il faut le changer. Qu'est-ce que la SNE attend? Partout dans la ville, tu verras qu'il y a des poteaux qui sont déjà bien fatigués, mais ils ne passent pas changer. C'est pas normal. Quel genre de société alors que tous les jours vous aviez l'argent? Tous les jours vous aviez l'argent, vous encaissez de l'argent. Mais pour passer entretenir les choses, vous ne passez pas entretenir les choses. Au moment où le sol devient humide avec la tombée des pluies et les images macabres des poteaux qui cèdent avec le poids de l'âge ça et là dans la ville capitale économique, devrait interpeller la société EDC au point de faire l'inventaire des poteaux et câbles électriques défectueux dans ces installations afin de préserver la vie des citoyens et de leurs biens. À l'échelle internationale, à la suite du rapatriement de 410 casques bleus du contingent gabonais et en vue de mettre en lumière les allégations d'exploitation et d'abus sexuels concernant les soldats de la paix gabonais en Centrafrique, les autorités gabonaises mènent l'enquête. Africa News pour plus de détails. Les autorités gabonaises mènent l'enquête sur les allégations d'exploitation et d'abus sexuels concernant les soldats de la paix du contingent gabonais en République centrafricaine. L'enquête nationale est conduite conjointement avec le Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies et soutenue par le défenseur des droits des victimes de l'ONU en République centrafricaine. Assurer le bien-être et l'assistance aux victimes est notre plus grande priorité. Toutes les victimes identifiées ont été référées aux Nations Unies pour assistance selon nos protocoles. La mission de l'ONU et le responsable des droits des victimes sur place participent à l'enquête en veillant à ce que les droits et la dignité des victimes soient respectés. Pendant ce temps, 410 soldats gabonais, y compris leurs chefs, ont été rapatriés au Gabon. Les 40 derniers soldats gabonais restent dans le pays pour protéger et emballer l'équipement du contingent. Les incidents auraient eu lieu à différents moments entre 2014 et cette année 2021. 51 auteurs présumés sont mis en cause par les allégations. En Russie, ces dernières 24 heures, 968 décès causés par le coronavirus ont été recensés selon le bilan du gouvernement. Ces derniers jours, le pays a déjà battu plusieurs fois son record de décès. C'est un reportage d'Euronews. 968 décès ces dernières 24 heures, voici le nouveau record enregistré par la Russie depuis le début de la pandémie de coronavirus. En parallèle, les contaminations continuent de grimper avec plus de 29 000 nouveaux cas enregistrés samedi. Depuis la mi-juin, la Russie est durement frappée par le variant Delta et la vaccination peine toujours à convaincre. Aujourd'hui, seuls 30% des Russes sont complètement vaccinés. Certains profitent de voyages à l'étranger pour se faire vacciner avec des sérums occidentaux, comme ici à Belgrade. Nous avons pris le vaccin Pfizer parce que nous voulons voyager dans le monde entier. Nous aimons aussi le Sputnik V. Nous avons été vaccinés avec en Russie. Mais notre rappel a été fait avec le vaccin Pfizer. Cela va nous donner une forte protection contre le coronavirus.
Toujours pas reconnu par l'OMS et l'Union européenne, le vaccin Sputnik V fait aussi face à une défiance de la part des Russes eux-mêmes, qui sont nombreux à réclamer l'autorisation sur le territoire de vaccins étrangers. La Russie compte officiellement plus de 215 000 morts du Covid-19, mais le bilan réel est bien plus lourd. L'Institut des statistiques Rosstat fait lui état de plus de 400 000 décès. Faisons une incursion dans le sport. Dans ce journal, les Diables Rouges Seigneurs Dames se préparent en toute discrétion au Palais des Sports de Quintele pour la 25e édition du championnat du monde féminin de handball qui se disputera du 1er au 19 décembre 2021 en Espagne. C'est un reportage signé Africa 24. C'est dans la discrétion du Palais des Sports de Quintele que les Diables Rouges du Congo Seigneurs Dames se préparent à la 25e édition du championnat du monde féminin de handball qui va se disputer du 1er au 19 décembre 2021 en Espagne. L'équipe a été renforcée par 10 joueuses venues de la diaspora qui sont fières de défendre les couleurs du Congo. On sait que ça sera une très belle expérience que nous allons vivre à ce championnat du monde et du coup les filles sont sereines, voilà, tout est bien, la préparation se passe super bien et surtout que toutes les conditions sont mises en place pour que cette préparation soit réussie. C'est une grande fierté, c'est de la joie, c'est une expérience. On va essayer de faire bonne figure, de donner tout ce qu'on peut, de représenter fièrement l'Afrique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes africaines. On va se battre, on va se préparer et on va essayer d'y aller sans pression mais en ayant quand même travaillé pour, si possible, faire quelques exploits. Les Diables Rouges Seigneurs Dames ont obtenu cette qualification en se classant 4e lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin en juin 2021 au Cameroun. 12 ans après leur ultime participation à un championnat du monde de l'IHF, à l'issue duquel les filles s'étaient classées 22e sur 24 nations, l'objectif sera de faire mieux qu'en 2009. L'objectif est clair, préparer une équipe compétitive pour la prochaine Coupe d'Afrique de Sénégal. Mais cette Coupe du Monde, on va partir, on va jouer, essayons de faire mieux que la dernière participation du Congo qui était en 2009 en Chine, qui était classée 22 sur 24. On essaiera de faire mieux, comme ça on montrera que le développement du handball féminin dans le Congo, il est dans la bonne voie. Le Congo est classé dans le groupe F dans ce premier tournoi à 32 équipes. Lors des matchs de poule, les filles doivent tenir tête au Danemark, champion du monde en 1997, à la Corée du Sud, champion d'Asie en 2021 pour la 15e fois sur 18 éditions, et à la Tunisie, 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de handball. Notons que les Diables Rouges Seigneurs Dames se présentent à leur 6e mondial après 1982, 1999, 2001, 2007 et 2009. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste après le générique de fin, vous suivrez donc l'Assemblée Générale de l'ATK, l'Association des terriens du Kwilu, relative à la réunion de la loi 21 dite loi Mabiala, tenue vendredi 8 octobre sous la présidence de Mwendinga Alfred, président de l'Association des terriens du Kwilu et vice-président de la Fédération des terriens du Congo. Après quoi, je vous dis donc à bientôt, mais d'ici là, gardez l'esprit positif, car chaque jour est une vie.